Bonjour Alexandre Jeffen. Alors merci d'être venu. Donc les circonstances sont un peu exceptionnelles. C'est une rencontre qui va être en public. Elle se fera finalement via cette vidéo que nous allons partager avec les gens de l'Institut français, de l'école Victor Hugo de Florence et les invités qui voulaient venir ce soir. Déjà, donc, merci d'être venu. Donc, je vous présente rapidement. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'intelligence artificielle et de la création, entre autres. Alors, c'est à plusieurs titres que nous avons désiré vous faire venir, parce que déjà, il y a un petit lien avec Florence. Vous aviez fait une visioconférence aux élèves du lycée pour leur présenter les rapports culturels, notamment à l'IA. Et vous participez aussi à la revue Esprit, qui va faire un numéro prochainement sur l'intelligence artificielle. Et dans ce numéro, vous consacrez un article complet sur l'IA et la création artistique. Alors, pour un peu donner le cadre de cette rencontre entre nous aujourd'hui, c'est que clairement, l'IA a émergé dans le grand public. C'est une question technique, philosophique qui a des décennies d'antécédents, et même plus, on verra à travers votre propos qu'on échangera ensemble. Mais il y a une émergence dans le grand public, notamment avec ChatGPT. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Vivre avec ChatGPT, qui a une traduction italienne récente. Et cette émergence a fait surgir un grand questionnement, des fascinations, des grandes angoisses, des grandes craintes. Et face à ce phénomène, plusieurs choses sont interrogées. Il y a un bouleversement social, politique, anthropologique même. C'est une technologie de rupture, ça on va en parler ensemble, en quoi c'est une rupture ou non. Et elle avait une interrogation profonde de notre rapport à l'écriture, à la lecture, mais aussi à nos manières de se comporter et de se penser en tant qu'être humain. Et avant de faire des questions plus précises sur la question de la création, j'aimerais succinctement peut-être que vous présentiez ce qu'est l'IA, c'est-à-dire en quelques mots, pour avoir une base de discussion, et surtout que vous nous montriez en quoi l'IA est quelque chose qui a une généalogie culturelle, patrimoniale, bien antécédente au phénomène qu'on voit actuellement, ChatGPT par exemple. Donc c'est vraiment ça l'enjeu de cette rencontre, c'est montrer que, évidemment, on peut aborder l'IA comme un objet technique et technologique, mais c'est aussi un objet culturel, c'est aussi un objet d'une pensée humaine et d'une conception de l'homme. Donc voilà, donc définir un petit peu l'IA pour commencer, et surtout, si on devait tirer un fil historique, culturel, par rapport à cette idée d'un objet technique automatisé, capable d'imiter des facultés humaines, à quand amélioreriez-vous ce fil? Jusqu'où tireriez-vous ce fil? Alors, un des grands moteurs de l'évolution humaine, c'est la paresse. Depuis le tout début, on a cherché à économiser les tâches, on a domestiqué l'animal pour qu'il laboure les champs, on a fabriqué des machines de plus en plus complexes pour remplacer la force musculaire. Et puis, à un moment, on s'est dit, on ne va pas seulement remplacer la force musculaire, mais on va remplacer la force cognitive, le cerveau humain. On va l'aider, on va l'appuyer. On a commencé à faire des machines à calculer, depuis Pascal, Leibniz, qui sont devenues de plus en plus complexes. On a, à partir du modèle des métiers à tisser, imaginé des premières machines qui suivraient des programmes. Et ça se fait au tout début du XIXe siècle. Il y a un savant anglais qui s'appelle Charles Babbage qui invente ce qui est l'ancêtre de l'ordinateur. Et c'est la fille de Byron, Ada Lovelace, qui commence à élaborer ce qui sera l'ancêtre du premier langage de programmation. Au XXe siècle, on a des machines, des automates de plus en plus élaborés. L'armée commence à s'intéresser à ça, finance le développement des premiers ordinateurs basés sur l'électricité. C'est la naissance de ce qu'on appelle la cybernétique. C'est un moment où on comprend que le monde, il peut être numérisé, il peut être transformé en code et qu'on peut avoir, par des processus d'organisation de l'information, une manière de se rapprocher de plus en plus fortement des processus du cerveau. À un moment naît le terme d'intelligence artificielle, on est dans les années 50, il y a des savants américains autour de Marvin Minsky qui proposent ce nom. Il y avait déjà le nom cybernétique qui avait été notamment rendu public, rendu célèbre par Alan Turing, le célèbre savant anglais et mathématicien anglais, inventeur du
fondements hein, de l'informatique moderne et qui avait déjà imaginé une machine intelligente avec le fameux test de Turing. À partir des années 50, eh bien, on essaye d'avoir comme ça des ordinateurs de plus en plus complexes pour être capable d'augmenter, voire de remplacer le cerveau humain. Alors, on a d'abord des systèmes qu'on appelle des systèmes experts, une intelligence artificielle qui fonctionne avec des symboles, on le fait raisonner, on le fait aller d'un point A à un point B en passant par un point intermédiaire en fonction du système de règles. Et puis, on commence à se dire, à un moment où on observe le fonctionnement du cerveau, on découvre le fonctionnement des neurones et des synapses, on commence à se dire il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire avec des systèmes de règles, hein, la rétroaction, comment on va influencer les chemins en fonction des résultats. Est-ce qu'on ne peut pas inventer comme ça des cerveaux artificiels? Et ça naît dans le dernier quart du XXe siècle. Et avec l'augmentation absolument astronomique des méthodes de calcul, ces cerveaux artificiels commencent à devenir très impressionnants. Ils sont capables, à partir des données qu'on leur injecte et d'exemples qu'on leur donne, de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Un des grands tournants, c'est le moment où Big Blue bat Kasparov, hein, qui fait très peur. Alors Big Blue est entraîné par un système où il doit gagner plus de points, donc il fait des millions de parties dans sa tête, il finit par gagner. Et ensuite, à la fin du XXe siècle, on commence à développer des méthodes qui permettent à l'ordinateur d'apprendre et d'organiser le savoir tout seul. Il n'a plus besoin d'imiter l'humain. Dans son cerveau neuronal, on lui donne plein de données. Et là, sans même qu'on lui dise comment faire, il va organiser le savoir, et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui suit l'apprentissage machine. On est dans les années 2000, on commence à avoir des capacités tout à fait extraordinaires de type reconnaissance d'images. L'ordinateur est capable, on lui donne des centaines de millions d'images, il va classer, il va être capable de reconnaître ce que c'est qu'un canard ou un escalier. Au début, on l'aide avec les fameux CAPTCHA qu'on résout sur Internet, puis ensuite il s'organise tout seul. Et il y a un autre tournant qui se produit dans les années 2000, entre 2010 et disons 2020, c'est qu'on commence à avoir des choses très efficaces dans le traitement du langage. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement à imaginer qu'on pouvait traduire quelque chose avec un système de règles, si tu as tel mot, tu le remplaces par tel mot, etc. Ça, on avait rêvé de faire ça au moment de la guerre froide, ça n'a pas marché. Mais avec l'apprentissage profond, on commence à faire des traitements du langage naturel tout à fait impressionnants, et on commence à mathématiser le raisonnement. C'est le moment où je découvre l'IA. En fait, je suis à Stanford il y a une dizaine d'années dans le laboratoire de quelqu'un qui fait des humanités numériques et de la théorie terrestre, Franco Moretti, et on a les premiers outils qui sont capables de synthétiser des très grandes sommes de textes, de les faire parler entre guillemets. Et puis, au tournant des années 2018, on invente une méthode très efficace pour faire des calculs, qui est la méthode dite des transformers, c'est le T de GPT, et qui est une méthode qui va révolutionner en fait les méthodes de traitement du langage et en général du traitement des données humaines, parce qu'elle va être capable de prédire très efficacement des séquences de mots, des séquences de sons, des séquences d'images. C'est ce qu'on appelle l'IA générative. C'est-à-dire que c'est une méthode statistique qui permet, lorsqu'on donne un certain nombre de mots en entrée, d'avoir le mot qui va suivre le plus vraisemblable. Si je demande à une IA quelle est la date de naissance d'Alan Turing, eh bien, elle va regarder que statistiquement, des questions qui commencent par que, avec date de naissance, eh bien, elles vont être le premier mot qui va venir, ça va être la date de naissance et quand c'est Alan Turing, elle va voir qu'il faut mettre forcément, je ne sais plus la naissance d'Alan Turing, mais au début du XXe siècle, et donc elle va être capable d'enchaîner par un système statistique, mot après mot. Et ça, c'est très impressionnant, parce que quand on est capable de donner un mot après un autre mot, on est capable, en fait, non seulement de répéter des choses, mais de combiner, d'abstraire, de faire des choses tout à fait nouvelles, de répondre à des questions qu'on n'a jamais envisagées.
La machine, à ce moment-là, est capable de traduire de manière très très impressionnante et elle est capable de synthétiser les textes, de répondre à des questions simplement par des calculs statistiques assez impressionnants. Et à ce moment-là, les IA génératives arrivent sur le marché grand public. Il y a 3 ans, ChatGPT frappe les esprits. À côté d'elle, des outils qui sont assez similaires émergent du côté de la création en images, ce qu'on appelle les modèles de diffusion, qui ont un principe assez similaire. Ils sont aussi capables de créer une image à partir d'instructions textuelles. Commencent à émerger, ils vont mettre un petit peu plus de temps, des modèles d'IA générative en musique, qui ont un petit peu de retard, qui sont encore balbutiants, en vidéo, qui ont encore plus de retard, mais qu'on voit poindre. À ce moment-là, se développe énormément d'usages professionnels des IA qui vont remplacer des agents conversationnels pour le service client, la réparation, qui vont permettre d'interroger des grandes bases de connaissances avec du langage naturel, vont développer beaucoup d'usages pédagogiques très impressionnants, puisque ça va rendre tous nos élèves capables de répondre à tous nos sujets de devoirs à la maison, et va rendre un petit peu obsolète ce type de travaux, vont fleurir donc des usages du côté de la traduction, du côté du code. On va être capable de générer du code informatique très efficace. On s'aperçoit que pour des artistes, il y a des potentiels tout à fait gigantesques. C'est des potentiels du côté de la création textuelle, du côté de l'écriture, de poèmes, de textes narratifs, avec beaucoup de limites sur lesquelles je reviendrai. Du côté de la création artistique, avec aussi beaucoup de limites qui tiennent à la manière dont ces IA sont conçues et dont elles sont rendues dociles et très censurées. Mais les artistes se disent on peut peut-être les utiliser de manière un petit peu intéressante, ou on peut peut-être utiliser des modèles qui sont plus efficaces. Les modèles, c'est des outils d'IA générative. Il est détourné pour faire de l'art, les hacker. Et là, naît tout un courant artistique qui commence avec les premiers outils de génération d'images qu'on appelle les GAN. La première œuvre importante, c'est celle du collectif Obvious, le portrait de Bellamy, qui est vendu aux enchères 400 000 € et des frais anachroniques. C'est encore une œuvre très imparfaite, c'est un moment de tâtonnement. Il y a tout un courant éphémère de l'histoire de l'art, le ganisme qui naît, où on commence à utiliser ces réseaux pour générer des images. Puis ça se perfectionne, et avec les outils contemporains, on est dans ce qu'on appelle du photoréalisme, qui aussi trouble beaucoup, parce que ça a des conséquences par derrière l'art sur la société. On doit comprendre que maintenant il n'est plus possible de faire la différence entre une image artificielle et une vraie photographie. Et donc on s'interroge à ce moment-là, par-delà le simple usage artistique, sur l'impact sur l'information, sur la connaissance. Mais pour prendre la suite et ce qu'inscrire dans votre propos, ce qui est intéressant, c'est déjà ce que j'apprécie, ou en tout cas ce qui suscite ma curiosité, c'est qu'effectivement on oublie, face aux anxiétés que peut créer ou aux nouveautés que peuvent créer l'IA, on oublie effectivement la dimension parfois quand même très fascinante et les possibilités qu'elle offre, que ce soit dans des domaines que vous citez, ou même en médecine, en sciences, en ingénierie. Effectivement, il y a un saut quantitatif, mais aussi qualitatif qui est présent. Mais si on reprend le fil, par exemple, vous évoquiez à ce titre le projet cybernétique, qui est quand même une modélisation, une conception de la société et du politique, en plus d'être une conception technique, et en même temps aussi cet usage, ce détournement ou ce hacking, le fait de hacker pour faire de l'art. Tout de suite on voit que dans le rapport à l'IA, il y a un rapport soit d'une emprise, d'un système qui peut être modélisant, réducteur, mais aussi, et c'est ce que vous défendez dans votre ouvrage Vivre avec ChatGPT, l'idée d'éventuellement d'en faire un compagnon.
c'est-à-dire quelque chose qui accompagne nos gestes, qui accompagne nos réflexions. Alors justement, dans ce deuxième moment, j'aimerais bien un peu vous entendre sur ce point, c'est-à-dire comment éventuellement se défaire de cette espèce d'emprise, mais qui est surtout un effet aussi de marketing, de promesses, ou comme vous l'avez dit au début, de paresse, de délégation, mais inversement faire du rapport à l'IA un rapport de compagnonnage, d'accompagnement. Alors peut-être avec des exemples, et je me permets tout de suite aussi de raccrocher à un autre propos que vous avez développé en amont, c'est qu'il est question beaucoup dans le rapport à l'IA d'imaginaire. Et donc voilà, je me souviens que dans des précédentes conférences que j'avais de vous que j'avais suivies, il y avait aussi cette idée dans notre imaginaire de faire de l'IA ou une entité potentiellement destructrice, annihilatrice, déshumanisante, ou au contraire des rapports dans des fictions, dans des mythes, d'une IA qui serait le fruit d'une création humaine ou quelque chose qui accompagne. Donc vraiment, voilà, c'est-à-dire réfléchir sur cette espèce de dichotomie d'une emprise, d'une IA qui contrôle, qui réduit, et celle d'une IA qui serait quelque chose qui accompagnerait, qui modifierait notre humanité en lui offrant des possibles, avec des exemples, par exemple en art ou dans d'autres domaines. Alors, pour revenir à votre premier point, il y a évidemment tout de suite du politique. La cybernétique, c'est une sorte de règle d'organisation optimale de la société qui est derrière. Et derrière un certain nombre d'utilisations de l'IA, il y a l'idée que on va fluidifier le fonctionnement social, comme on fluidifie par l'IA la circulation en mettant des Waze sur toutes les voitures. Ce sont des IA de contrôle social qui sont potentiellement là, avec en particulier ce qui a été expérimenté en Chine, du côté du crédit social, et des IA d'identification. Et on peut s'inquiéter sur effectivement la manière dont l'IA, en nous accompagnant en permanence, va contrôler notre liberté. Il y a un très bon bouquin de Gaspard Koenig, qui a des meilleurs bouquins faits sur l'IA là-dessus, qui s'intéresse sur la fin de l'individu. Effectivement, l'individu, face à une somme de données, c'est un point dans des nasses de données, et on gagne à l'accompagner, soit discrètement, parce qu'on appelle les nudges, soit plus fortement. Et on s'en rend compte très vite. Moi, j'ai des versions de test du système d'exploitation d'Apple dans lequel j'ai déjà des IA qui me recommandent ce que je dois écrire et comment je dois l'écrire. On s'en aperçoit simplement quand on a des Google ou des Word avec du copilote. J'ai un autre logiciel qui l'autre jour m'a bloqué l'envoi d'un mail en considérant que mon mail était un peu agressif, en me proposant de reformuler sa tonalité. Donc il y a évidemment une manière de s'insinuer en fait dans nos libertés au nom d'une optimisation sociale des relations, et de fait les modèles de langage qui génèrent des contenus auxquels on se confie souvent, parce que beaucoup de gens posent des questions morales là-dessus, que dois-je dire à mon époux, que je vais quitter, etc. Il y a beaucoup de questions comme ça sur ChatGPT. Eh bien, ces modèles de langage, ils sont jamais neutres en fait, ils sont ce qu'on appelle alignés techniquement, c'est-à-dire qu'ils sont adossés en fait à un certain nombre de propositions morales qui, au début de l'ère de l'IA générative, étaient issues de sociétés très progressistes. C'est le cas d'OpenAI, donc les démocrates, défend l'accélérationnisme altruiste, végétarien, etc. Mais avec des IA alternatives telles que celles que propose Elon Musk, Grok, on peut imaginer des IA qui n'ont absolument pas la même bienveillance. Et quand bien même les IA sont bienveillantes, elles sont normatives, et effectivement on a un petit peu le sentiment qu'elles s'insinuent un tout petit peu dans nos manières de faire et de dire. Elles vont faire de plus en plus en réalité, puisqu'elles vont contrôler nos manières de traduire, de nous exprimer, en nous faisant gagner du temps. Il y a une normativité très forte. Il en va de même pour l'art, où il y a une normativité, le sentiment d'une création individuelle démultipliée parce que l'IA nous propose des trucs un peu nouveaux. En réalité, on s'aperçoit que les trucs un peu nouveaux risquent d'être répétés à beaucoup de gens qui veulent
trouver la même manière d'exprimer leur expérience ou de produire une fiction. Donc il y a un vrai danger de normativité, un vrai danger de contrôle. C'est pas l'IA elle-même qui est plus normative qu'autre chose. L'IA elle fait une moyenne en fait des comportements humains qu'elle a rencontrés et des normes qu'on lui a données. Donc l'IA c'est forcément quelque chose qui est moyen, ça tend forcément vers la régulation à la moyenne, et comme c'est toujours régulé par des normes d'alignement, ça tend toujours vers des objectifs moraux, éthiques, même si ceux-ci sont discutés. Donc il y a un effet vraiment de moyennisation et d'accompagnement normatif. Ensuite, ça n'empêche pas qu'on peut en imaginer des usages plus créatifs, des formes de présence qui seraient plus bénéfiques, puisque en réalité les normes d'alignement, les données exemples des IA, ils doivent faire l'objet d'un débat démocratique. On peut estimer qu'on ne doit pas avoir forcément des IA alignées sur des systèmes de valeurs américains, ou que les IA d'accompagnement linguistique, elles doivent vous proposer toute une série de gammes rédactionnelles, et on n'est pas obligé d'avoir cette normativité et cette espèce de contrôle discret des manières de correspondre. On a déjà toute une pression immense qui est celle de la socialité, dans la manière de nous exprimer, de nous comporter par autrui, et le langage a plutôt été du côté de la multiplication, de l'enrichissement. Il ne faut pas que le langage devienne une strate normative de plus dans les relations humaines. Donc il y a un vrai enjeu qui est celle d'une méfiance en fait, de l'individu par rapport à des technologies qui lui font gagner beaucoup de temps, mais qui vont peut-être se mettre un petit peu à penser et à se comporter pour lui. Et justement, en contrepoint, dans l'art, notamment en regardant un peu, notamment dans l'article que vous avez fait pour Revue Esprit, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il y a une tentative, une volonté ou une démarche d'appropriation par des artistes de modèles d'IA ou de création de manière de nourrir l'IA, de prompter, de guider l'IA. Parce que justement, c'est un rapport qu'on pourrait dire plutôt là, voilà, vous me validerez ou pas, vous me validerez, de compagnonnage ou de considération de l'IA comme un potentiel compagnon créateur ou aussi simplement d'instrument, d'outil, un outil qu'on pourrait parler d'un pinceau, d'une coloration, d'un pigment ou d'une poétique dans un texte. Et donc là, moi la question elle va être très simple, c'est qu'est-ce qui par exemple a motivé des artistes de s'emparer ou d'adjoindre de l'intelligence artificielle dans leur création. Est-ce que c'est une volonté d'interroger cette nouvelle entité qui surgit dans notre société qu'est l'IA, de la signifier? Est-ce que c'est une opportunité technique qui a été saisie par certains artistes qui peut-être considèrent qu'ils arrivent à produire, à créer des choses qu'ils n'ont pas créées auparavant? Et aussi à quel point ça vient dans un questionnement même sur ce que c'est que la création, au sens de la création humaine. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions, je l'ai multiplié. Dans ce que vous me dites. Voilà. Alors, les IA standards, accessibles, elles peuvent aider le peintre du dimanche ou l'écrivain amateur, mais qui risquent de vite se lasser de leur caractère un petit peu stéréotypé, et qui peut lui-même acquérir, réfléchir aux meilleures manières de les prompter, comme on dit, de leur donner des intentions qui donneront des choses un petit peu plus complexes. Et rien n'interdit effectivement qu'on ait peut-être des œuvres intéressantes avec des outils généraux. Les exemples qu'on a de pratiques artistiques, ils ne vont pas tellement se faire avec les outils grand public, ils vont se faire vraiment avec une compétence technique, le fait de travailler avec des techniciens, pour vraiment contrôler en fait la manière dont les œuvres vont créer. On va leur demander de trouver des chemins de travers, des associations inattendues, on va dérégler
les IA. Moi, quand j'ai envie de m'amuser à faire de la poésie ou des textes avec l'IA, j'utilise des modèles de langage un peu moins normés, moins contrôlés, parce que je les trouve plus marrants. Je modifie certains paramètres pour qu'ils soient un petit peu plus inventifs. Et clairement, la maîtrise de la technologie de l'IA est en train de devenir une capacité technologique de l'artiste, comme celle de savoir comment on taille du marbre, comment on joue d'un clavecin, comment on fait des rimes d'un sonnet. L'artiste, c'est celui qui maîtrise de manière avancée des technologies et qui souvent fait un écart par rapport au discours commun et interroge le discours commun. Dans l'exposition dont je suis l'un des commissaires qui ouvrira en avril au musée de Paume, vous verrez d'ailleurs beaucoup d'artistes qui utilisent l'IA pour produire un discours critique sur l'IA, qui vont renvoyer l'IA à ses propres limites, à ses propres biais, en montrer les limites. Une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Linda Rebez, qui est une artiste sénégalaise, quelqu'un d'assez influent, qui a été nommé dans les 100 personnes les plus influentes sur l'IA par le Times, par exemple. Elle a essayé de faire produire des images de sa ville natale, Dakar, et s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de données sur Dakar, il y a une domination qui fait que ça n'intéresse pas de documenter Dakar, ou qu'on ne trouve pas assez de photos, ce qui fait que les IA sont totalement nulles pour restituer les paysages de Dakar. Et je me suis promené à Dakar avec elle, et elle me montrait tout ce que l'IA ne voyait pas. Et ces œuvres montrent tout ce que l'IA n'arrive pas à montrer de son espace. Donc au fond, elle utilise l'IA contre l'IA, ou l'IA pour dépasser l'IA. Mais il en devient de même de l'artiste pour le domaine qui est le plus familier, la littérature, qui est souvent un discours qui va montrer les limites du langage, les lieux communs du langage, et qui va essayer de les déconstruire, de les démolir par des usages inventifs du langage. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. J'ai vu que vous entamiez un travail, vous avez achevé, je ne sais pas, un travail sur les imaginaires de l'IA, qui me semble une question fondamentale dans le monde qui se joue actuellement. Alors peut-être si vous pouvez nous en dire deux, trois mots, quelles sont les intentions de ce projet, et peut-être aussi quelles sont les sources dans lesquelles vous allez puiser, parce que comme ça, de but en blanc, on se dit que vous pouvez pas aller dans le côté du fantastique, déjà chez Villiers d'Adam, ou dans l'Odyssée avec la figure de Talos, dans la science-fiction, évidemment, vous avez vu qu'il y a Turing, test de Turing qu'on revoit dans Blade Runner, qui est adapté du roman de Philip K. Dick. Donc voilà, ma question c'est celle-ci, c'est quelle était l'intention qui portait ce projet, et d'un point de vue, si vous voulez, plutôt de la méthode, c'est-à-dire sur quelles sources vous vous fondez, et est-ce qu'il y a des grandes lignes, des grandes tendances qui sont esquissées quant aux imaginaires de l'IA, quand vous avez fait une recherche collective, il me semble, dessus? Alors, oui, moi je fais beaucoup d'histoire des idées, d'histoire culturelle, et je me suis aperçu que quand l'IA générative, elle arrivait sur nos ordinateurs, ou quand le mot IA était inventé en 1957, il ne tombait pas du ciel. Il ne tombait pas du ciel parce qu'il y avait toute une très très longue histoire scientifique, j'en ai dit quelques mots, fabriquer des machines, formaliser le raisonnement, formaliser les mathématiques, et puis une histoire de l'IA avant l'IA générative. Et toute cette histoire-là, en fait, elle n'est pas non plus sans imaginaire, et nos imaginaires de l'IA, ils n'ont pas attendu en fait, que ChatGPT arrive. Si vous demandez à Yann Lequin, le patron de l'IA chez Meta, l'inventeur de ce qu'on appelle les réseaux convolutifs, qui est une méthode avancée de deep learning, il vous dira moi j'ai fait de l'IA parce que j'ai vu 2001 Odyssée de l'espace. Et en réalité, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les différents rêves de l'humanité d'avoir des compagnons mécaniques, des outils qui vont augmenter leur puissance au combat par des machines à faire des livres, c'est extrêmement ancien, c'est extrêmement ancien. Je vais vous en donner quelques exemples. La première œuvre écrite, ce qu'on reconnaît comme étant la première œuvre de l'imaginaire occidental, c'est l'Iliade d'Homère.
8e siècle avant Jésus-Christ, pour qu'on puisse la dater, eh bien vous avez dans l'Iliade d'Homère, vous avez déjà un géant qui ressemble un petit peu à un géant mécanique, qui s'appelle Talos, qui est construit par Dédale et qui garde l'île de Crète. Les premiers développements de la mécanique, machin truc, c'est pour faire des automates. Et toute l'Antiquité occidentale, mais aussi l'Antiquité arabe ou indienne ou chinoise fabrique des automates. On est fasciné par ces automates, on fait des automates qui font de la musique, qui sont déjà des espèces de proto-robots. On imagine aussi des statues qui bougeraient depuis l'Antiquité, enfin, le mythe de Pygmalion et Galatée que vous trouverez dans toutes les mythologies romaines, eh bien c'est le mythe d'un sculpteur qui, ne trouvant pas femme à son goût, dans son petit village, aurait animé une statue de marbre. Et vous retrouverez ce mythe traversant toute l'histoire culturelle de l'IA. Donc ces mythes sont extrêmement nombreux. Alors on en fait un livre, je fais une histoire culturelle de l'IA, qui est à la fois une histoire de l'IA moderne et une histoire de préhistoire culturelle qui l'a préparée. Ça va, je vous le disais, du premier texte de la culture occidentale, l'Iliade, jusqu'aux séries les plus récentes, type Westworld ou à la science-fiction contemporaine. Il suffit de regarder un film de science-fiction aujourd'hui, il n'y en a pas un qui ne met pas en scène l'IA, vous ne pouvez pas éviter l'IA, la saison X de tel truc, vous allez avoir une IA apparaître, donc c'est obsessionnel dans la culture contemporaine. Il y a toute une série de grandes dates qu'on peut raconter. Les premiers moments où on imagine qu'on va avoir comme ça une machine qui va raisonner logiquement, c'est à la fin du Moyen-Âge, où on commence à formaliser le raisonnement, à l'époque de la scolastique. Le premier moment, on imagine concrètement une machine qui va écrire des livres, c'est lorsqu'on a les premiers mécanicien programmables du XVIIIe siècle, et la première machine à écrire des livres, elle apparaît dans le second voyage de Gulliver de Milton Swift en 1726. Les moments où on commence à imaginer une machine qui va se retourner contre une créature qui va se retourner contre son créateur, il y a déjà le bon vieux mythe de Prométhée, l'autonomisation de celui qui a un outil puissant, le feu, contre son créateur, mais vous avez fortement au XIXe siècle le mythe de Frankenstein, où on commence à imaginer redonner vie au vivant, lui-même qui vient du mythe du golem, mythe de la Renaissance. Et ce fil il est absolument passionnant à tracer parce qu'il abonde encore, il traverse encore nos imaginaires les plus contemporains. Alors, il y a la dimension amoureuse et érotique, et effectivement, le mythe de Pygmalion et Galatée, c'est l'ancêtre de ce qui nous mènera à des films comme Her de Spike Jonze et à toute cette érotique de l'artificiel, toutes ces poupées mécaniques, etc., de plus en plus importantes dans nos sociétés contemporaines, individualistes, et où il y a beaucoup de solitude. La dimension guerrière est extrêmement présente, c'est comme ça qu'on finance une grande partie de l'IA, c'est en des machines de guerre. Et ça, là aussi, ça remonte à Talos. Il y a des dimensions un petit peu plus légères, le jeu, on a toujours imaginé des machines qui nous battraient aux échecs. Je vous rappelle ce qu'on appelle le turc mécanique. Le turc mécanique, c'est cette machine qu'un savant hollandais, Wolfgang van Campelen, promenait dans les cours au tournant du XIXe siècle et qui battait tout le monde aux échecs. En fait, il y avait un nain à l'intérieur qui propulsait la machine. Donc il y a toute une série de fils qui traversent notre imaginaire, de rêves d'usage possible de l'IA, et nous sommes dans le moment où tout ça se réalise très concrètement, parce que les IA érotiques, elles fonctionnent, parce que les IA de jeu, ils battent les maîtres d'échecs et les maîtres de Go, parce que les IA qui écrivent des livres, elles sont maintenant capables d'écrire des livres. On est dans un moment de réalisation accélérée
de rêves qui ont agité l'humanité. Et quand on interroge pour la première fois ChatGPT, là on a pour la première fois le sentiment qu'on peut discuter avec quelqu'un qui n'est pas un être humain, ou qui est une compilation d'êtres humains, ou qui est je ne sais pas quoi, une sorte de Dieu possible pour ceux qui croient dans la théorie du posthumanisme et du transhumanisme. C'est une expérience qui, pour reprendre le mot que vous évoquiez, relève vraiment d'une rupture anthropologique. On a des relations très étroites avec les animaux, on est très attachés, ils font partie des sociétés humaines, mais là, les machines participent des sociétés humaines de manière vraiment très profonde, dans un rapport presque d'égalité. Ça devient des agents, presque des personnes. Ils sont anthropomorphisés par toute la science-fiction, par tous ces films. Ils prennent des images, des visages très touchants. On les imagine bientôt capables d'émotion. On se demande s'ils ont déjà une conscience, à quel moment on pourra décréter qu'ils ont une conscience. On commence à avoir très peur d'eux. On s'imagine que leur premier geste, lorsqu'ils seront autonomes, ça sera de vouloir réduire à néant l'humanité. Et on imagine qu'un Terminator mettra fin à l'humanité. Donc on s'interroge beaucoup sur ces entités artificielles nées de la combinaison algorithmique des savants humains. Il insiste parce que déjà, c'est vrai que cette perspective sous laquelle vous considérez l'IA, du point de vue, par exemple, je pense à l'enseignement, l'éducation est très intéressante, puisque ça veut dire que aussi les profs des humanités, de philo, de lettres, de langue, ont un rôle à jouer dans l'enseignement de ce qu'est une IA, de ce que peut une IA, et de comment on l'aborde. Et j'ai une question de pure curiosité. Est-ce qu'à votre connaissance ou à vos yeux, il y a une technologie ou une technique qui ait suscité autant d'intensité imaginaire ou imaginative autour d'elle? Parce que là, effectivement, on remonte à l'Iliade et on parcourt quand même quasiment tous les continents et toutes les cultures et toutes les périodes historiques. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une continuité entre tout ça. Mais à vos yeux, est-ce qu'il y a une autre technique ou technologie qui a été l'objet d'autant on va dire, avec laquelle on peut autant réunir d'imaginaire ou d'approches fictionnelles? Je crois que les machines au XIXe siècle, l'invention de la photographie ont été des chocs massifs pour les cultures, et les machines mécaniques, l'avion a été un choc massif. Les technologies transforment les imaginaires. Il y a les poèmes d'Apollinaire pour comprendre comment l'avion transforme l'imaginaire, la poésie même. Donc clairement il s'agit de rupture. Là elle est particulièrement troublante parce que on imagine facilement dompter un avion, une locomotive, même si on a très peur. La photographie, elle trouble notre rapport au réel, mais les peintres veulent l'interdire, mais on arrive à faire avec. Là, c'est vraiment ce que c'est qu'un être humain qui est en question, et peut-être que pour la première fois, le rapport entre l'homme et la machine est troublé, non pas dans la concurrence des forces, on a perdu la bataille de la force, ça on le sait depuis longtemps, par rapport à la machine, mais là, pour la première fois, on risque de perdre la bataille de la force intellectuelle, et ça nous trouble vraiment beaucoup. Et pour revenir à votre remarque, l'IA est une question tout à fait partagée, qui touche effectivement à la fois à la science, et en fait même à plusieurs sciences, mathématiques, algorithmiques, informatique, mais aussi aux sciences cognitives, mais aussi aux humanités. Ça travaille sur le langage. Ce n'est, pourrait-on dire, qu'une forme de rhétorique augmentée. Et nous-mêmes, nous avons appris ce que c'était que la rhétorique. La rhétorique, c'est une manière de mieux parler, c'est une manière d'augmenter nos capacités à penser, à inventer, à argumenter, à exposer quelque chose. L'IA, c'est une machine rhétorique, donc on est dans le terrain familier. Et ce qui se dessine aussi, si je reprends votre propos, c'est qu'il y a l'émergence d'une altérité. Soit une altérité au sens de l'alter ego, quelque chose qui sera un miroir, ou justement une altérité qu'on peut maintenir comme tout temps, comme un autre que l'homme. Et ça sera peut-être ma dernière question pour cet entretien. Parce que si on parlait de rupture anthropologique, on parle d'altérité, du coup on pourrait prendre une sorte d'allégorie, de métaphore. Disons que quand
Les Occidentaux découvrent, les Européens découvrent le nouveau monde, ils rencontrent une altérité humaine et ils se réinterrogent eux-mêmes. Hein. C'est les fameux textes de Montaigne, entre autres, où il y a une réinterrogation qui se fait. Alors moi, ce sera la dernière question. C'est dans ce nouveau continent qu'ils estiment devant nous, c'est-à-dire un continent où l'IA est là, avec des possibles, et toutes les questions que vous avez soulignées tout au long de l'entretien sur ce que ça interroge en nous, c'est ma question, elle serait à la fois assez simple et très complexe dans sa réponse. C'est qu'est-ce qu'est l'homme aujourd'hui dans le monde de l'IA? Quelles sont les questions qui se posent fondamentalement à nous? Ou, je peux la faire de manière plus pragmatique, ma question, prenons un étudiant. Pour un étudiant du XXIe siècle qui arrive à l'université dans un monde où ChatGPT existe, qui sera un futur chercheur, un futur citoyen, qu'est-ce qui se dessine comme humanité? Ou quelles sont les prudences, les vigilances, mais aussi les possibles qui s'ouvrent à nous? Alors, effectivement, notre monde en découvre un autre, ou en connaît un autre, je ne sais plus quel est le mot exact de Montaigne après la découverte des Amériques. Clairement, la découverte de ces machines intelligentes, elle est une rupture qui nous fera beaucoup, qui s'additionne à toute une série d'évolutions technologiques contemporaines. Moi, j'ai 54 ans, j'ai connu la révolution qui a été l'Internet, la capacité de communication en temps réel, de mémorisation par des machines. Enfin, tout ça a été une première révolution absolument majeure, elle a changé le monde. Là, je vois une deuxième révolution majeure en train de survenir. Et cette révolution qui inquiète la différence entre l'homme et la machine, eh bien, elle s'ajoute à toute une série de troubles assez récents ces dernières décennies, qu'on a pu résumer par la fin des grands partages. Les rapports de force, les rapports de différence traditionnellement admis entre le nord et le sud, l'homme et la femme, l'homme et l'animal, etc. Tout ça a été totalement troublé, remis en question par la crise climatique, par le féminisme, clairement, l'IA, elle vient rajouter une inquiétude, une insécurité culturelle, pourrait-on dire, de plus à d'autres inquiétudes. Alors, maintenant, pour revenir à votre question sur ce qu'on peut en faire, ce qu'on doit en faire, moi je suis un scientifique qui pense que le premier réflexe à avoir, c'est de produire la connaissance pour contrer la peur, en fait, et pour contrer les mésusages. Moi, mon travail dans des conférences ou dans des ouvrages de recherche, c'est d'expliquer. Quand on sait comment ChatGPT produit une réponse, on sait beaucoup plus facilement qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce qu'on ne peut pas attendre. Quand on sait pourquoi l'IA fait peur et se retrouve dans les science-fiction parce qu'il y a toute une tradition culturelle, etc. Quand on étudie l'histoire des technologies, l'histoire de la culture, on a peut-être un rapport plus apaisé et je pense qu'il faut donner beaucoup de savoir pour expliquer aux étudiants à quel point c'est un outil puissant, mais un outil dont il faut comprendre les limites. À la fois les limites technologiques, même si celles-ci sont en train d'être repoussées, elles sont repoussées de manière accélérée, les erreurs, les hallucinations, le danger d'une synthèse sans point de vue, donc tout ça doit s'apprendre, et on doit aussi éduquer et peut-être prescrire par des cadres et des normes le fait qu'on ne puisse pas totalement se reposer sur l'IA, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas désapprendre en fait. Vous savez, lorsque la calculatrice est arrivée, on s'est demandé est-ce qu'il faut cesser d'apprendre à l'état de multiplication aux enfants. Lorsque la machine à écrire, l'ordinateur est arrivé, on a dit est-ce qu'il faut cesser d'enseigner l'écriture cursive. On s'est aperçu qu'il y a toute une série de circonstances pratiques où savoir calculer une addition, pouvoir signer quelque chose à la main, c'était utile. Et par-delà ça, on s'est aperçu que savoir compter, calculer, multiplier, etc., c'était des compétences fondamentales, non seulement pour une addition de restaurant, mais aussi pour comprendre et organiser et développer dans notre esprit l'analyse et le critique des choses.
Je crois qu'avec l'IA, c'est absolument le cas. On ne peut pas se reposer totalement sur l'IA pour faire de la traduction, parce que ça serait perdre tout ce travail très important consistant à apprendre une langue étrangère, à comprendre le rapport à l'altérité, la difficulté de la communication, notre fragilité dans le langage, la différence. On ne peut pas se déléguer, sous-traiter en permanence notre manière de nous exprimer, ou de synthétiser, ou d'argumenter à l'IA, parce qu'on va perdre nos propres capacités d'esprit critique et on va appauvrir notre propre rapport au monde si on n'est pas capable de développer notre capacité expressive. On touche en fait, avec l'IA, les capacités fondamentales de l'esprit critique, de la capacité de la vie humaine à être une vie pleine, au rapport à l'autre, et il faut être très très méfiant par rapport à ce qui pourrait être un appauvrissement de notre rapport à nous-mêmes, notre capacité à comprendre le monde, si nous nous fions trop à une IA sans maintenir une sorte d'exercice, d'hygiène mentale, consistant à savoir l'utiliser pour les bonnes circonstances et pas dans une pareille généralisée. Alexandre Giffen, merci pour cette rencontre. Voilà, je vous invite à lire les ouvrages d'Alexandre Giffen, dont Vivre avec ChatGPT, qui sera disponible sur très bientôt en italien. Il est déjà paru en italien en septembre. Ah ben voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir Nicolas. Au revoir à vous.